Au dîner de Noël, papa a annoncé « Tu es déshérité » effet immédiat. Mes frères et sœurs ont fêté ça. J'ai calmement bu mon vin et dit « Vérifie ton compte en banque, papa. » Il a sorti son téléphone. Son visage est devenu blanc en voyant le solde à 0. Ce moment, c'était la fin de quelque chose. Mais c'était aussi le début de tout. Mon nom est Faustine Rousselet, j'ai 32 ans, et ce que vous allez entendre, c'est l'histoire de la façon dont j'ai découvert que ma famille n'était pas seulement dysfonctionnelle, mais corrompue jusqu'à la moelle. C'est l'histoire de la façon dont ils ont essayé de me détruire, et comment, grâce à l'héritage secret de ma mère, je les ai tous fait tomber. Avant que je vous raconte comment, 6 mois plus tôt, j'ai commencé à déterrer les secrets qui ont mené à cet instant, j'aimerais prendre une seconde pour vous remercier d'être ici. Laissez-moi savoir dans les commentaires d'où vous m'écoutez ce soir. De quelle ville? De quel pays? Et quelle heure est-il chez vous? J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Et si vous pensez que ma famille mérite ce qui va suivre, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous. Vous ne voulez pas manquer la suite. Le réveillon de Noël. Dans notre famille, ce n'était pas une célébration de la chaleur et de la lumière. C'était une performance. Une obligation annuelle tenue dans le manoir familial d'Écully, sur les hauteurs de Lyon. Un manoir que mon père, Martial Rousselet, avait construit comme un monument à sa propre réussite. J'avais 32 ans, et j'avais fait le voyage depuis Paris, comme chaque année. Je détestais ça. L'air de la maison était glacial, malgré les cheminées rugissantes. Les lustres en cristal scintillaient au-dessus de nous, mais ils n'illuminaient que des sourires faux et des tensions à peine dissimulées. J'étais assise à ma place habituelle, stratégiquement placée loin de mon père, Martial, 65 ans, le patriarche impitoyable de l'immobilier Rousselet. En face de moi se trouvait ma sœur, Coralie, 34 ans, son visage une sculpture parfaite de botox et de dédain. À côté d'elle, mon frère aîné, Grégoire, 36 ans, l'héritier présomptif, qui me jetait des regards suffisants par-dessus son verre. Mon petit frère, Rémi, 27 ans, était, comme d'habitude, affalé sur sa chaise, les yeux vitreux, évitant le regard de tout le monde. Le dîner fut une torture de petites piques et de vantardises. Grégoire parlait d'une « expansion majeure ». Coralie décrivait ses plans pour les vacances de ski à Courchevel. Martial écoutait, rayonnant de fierté pour ses 2 aînés. Il ne m'adressa pas la parole une seule fois, sauf pour me demander de passer le sel. Puis, le moment est venu. Entre la dinde au marron et la bûche de Noël, Martial s'est levé. Il a tapoté son verre avec un couteau. Le silence est tombé. J'ai une annonce à faire, dit-il de sa voix de PDG. Coralie et Grégoire ont échangé un regard complice. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Martial a posé ses yeux froids sur moi. Faustine. Comme tu le sais, cette famille est bâtie sur la loyauté. Une entreprise familiale ne peut survivre sans une confiance absolue et une vision partagée. Je n'ai pas bougé. Je savais ce qui allait arriver. Il est venu à mon attention, continua-t-il, que non seulement tu as refusé de rejoindre l'entreprise, mais que tu as activement posé des questions, que tu as « fouiné », pour utiliser le terme correct, dans des affaires qui ne te regardent pas. Grégoire souriait ouvertement maintenant, un sourire carnassier. Ce genre de comportement, dit Martial, n'est pas seulement déloyal. C'est une trahison. Il a fait une pause, savourant son pouvoir. Par conséquent, annonça-t-il, sa voix résonnant dans la salle à manger silencieuse, j'ai pris une décision. Faustine, tu es déshéritée. Avec effet immédiat. Tu n'auras rien de cette famille, ni de cette entreprise. Le silence fut assourdissant pendant une seconde. Puis, il fut rompu. Coralie laissa échapper un petit rire aigu. Grégoire leva son verre vers elle et ils trinquèrent bruyamment. Enfin, murmura Grégoire, mais assez fort pour que je l'entende. Une sage décision, papa. Rémi, lui, semblait soudain très intéressé par les miettes dans son assiette. À cet instant, quelque chose en moi s'est calmé. Toute ma vie, j'avais cherché l'approbation de cet homme. J'avais excellé à l'école, j'avais intégré HEC Paris, j'avais construit une carrière brillante dans la finance, tout ça pour qu'il me voie enfin. Et là, en un instant, il m'avait jeté.
Et je n'ai pas ressenti de choc. Je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti de la fatigue. Une fatigue immense. Et puis, une froide détermination. C'était fini. J'étais libre. J'ai lentement levé mon verre de Pomerol. Un vin cher, que je savais pertinemment avoir été acheté sur une note de frais de l'entreprise par Grégoire. J'ai pris une gorgée, laissant le liquide tapisser ma bouche. J'ai reposé le verre doucement. Tous les yeux étaient sur moi. Ils s'attendaient à des larmes. À des cris. À des supplications. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. Vérifie ton compte en banque, papa, ai-je dit calmement. La confusion a traversé son visage. Quoi? Ne sois pas insolente. Ton téléphone est juste là, ai-je insisté, ma voix toujours aussi égale. Ouvre ton application bancaire. Le compte principal de l'entreprise. Celui que tu regardes tous les matins. Quelque chose dans mon ton a dû l'alerter. L'arrogance a laissé place à une pointe d'incertitude. En haussant les épaules, il a sorti son téléphone. C'est ridicule. Il a tapoté l'écran. Il a froncé les sourcils. Il a cligné des yeux. Puis, j'ai vu la couleur quitter son visage. Le rouge de l'indignation a été remplacé par un blanc cireux. Sa main a commencé à trembler. Ce n'est pas possible, a-t-il bégayé, en regardant frénétiquement son écran. C'est une erreur? Le solde? Il est à 0. Le sourire de Grégoire s'est figé. Coralie a arrêté de ricaner. Martial a levé les yeux de son téléphone vers moi. Son regard n'était plus rempli d'arrogance, mais d'une peur soudaine, une peur que je n'avais jamais vue chez lui. « Que as-tu fait » a-t-il murmuré. L'histoire, la vraie histoire, ne commençait pas ce soir-là. Elle avait commencé 6 mois plus tôt, avec un mensonge et une attaque dans mon dos. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit de Noël, vous devez comprendre ma famille. L'empire immobilier Rousselet était l'œuvre d'un seul homme, mon père, Martial. Parti de rien, il avait bâti une fortune dans la promotion immobilière à Lyon. Mais le succès l'avait rendu dur, impitoyable et arrogant. Il dirigeait sa famille comme il dirigeait son conseil d'administration, d'une main de fer. Les émotions étaient des faiblesses. Les profits étaient la seule vérité. Et puis, il y avait ma mère, Honorine. Elle était le cœur de notre famille. Douce, empathique, elle était la seule à pouvoir tempérer la dureté de Martial. Elle venait d'une famille lyonnaise plus ancienne, moins riche mais plus cultivée. Elle valorisait l'intégrité plus que les bilans comptables. Elle était mon ancre, ma confidente. Elle est décédée il y a 5 ans. Un cancer du sein foudroyant. Quand elle est partie, elle a emporté avec elle la dernière lueur d'humanité de cette maison. Sans son influence modératrice, Martial est devenu encore plus froid, et mes frères et sœurs ont laissé libre cours à leur vraie nature. Grégoire, 36 ans, le « dauphin ». Il avait été nommé directeur général directement après une école de commerce médiocre, uniquement parce qu'il était le fils aîné. Il se pavanait dans les bureaux, prenant des décisions catastrophiques que les cadres plus âgés devaient rattraper en secret. Martial refusait de voir son incompétence. Coralie, 34 ans, la princesse manipulatrice. Belle, charmante, elle avait perfectionné l'art de la manipulation émotionnelle. Elle avait déjà 2 divorces à son actif, chacun lui rapportant plus que le précédent. Elle considérait l'entreprise familiale comme son distributeur automatique personnel, finançant un style de vie extravagant à Paris que son maigre salaire de consultante ne pouvait justifier. Et Rémi, 27 ans, le bébé. Gâté à l'excès, il dérivait dans la vie, accumulant les dettes de jeu dans les cercles parisiens et les casinos de Monaco, certain que papa paierait toujours. Et papa payait. Et puis, il y avait moi. Faustine, 32 ans. La brebis galeuse. Je me souviens d'un jour, j'avais 12 ans. J'avais travaillé des semaines pour un concours de mathématiques nationales. J'avais remporté la première place. J'ai couru à la maison, mon diplôme à la main, pour le montrer à Martial. Il était dans son bureau, lisant les Échos. Je lui ai tendu mon papier, rayonnante. Il n'a même pas levé les yeux. C'est bien, a-t-il dit, tournant la page. Grégoire a marqué 2 buts aujourd'hui à son match de foot.
Ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris que je ne pourrais jamais gagner. Je n'étais pas le bon enfant. Je n'avais pas le bon tempérament. Alors, j'ai arrêté d'essayer de gagner son jeu. J'ai décidé de jouer le mien. J'ai travaillé sans relâche. J'ai obtenu une bourse pour HEC Paris. J'ai refusé l'offre condescendante de Martial de rejoindre le service marketing de Immobilier Rousselet. Au lieu de cela, j'ai accepté un poste dans une grande banque d'investissement à Paris. Je suis devenue analyste financière. Et j'étais douée. Vraiment douée. J'ai gravi les échelons, j'ai gagné mon propre argent, j'ai construit ma propre réputation. Mon succès, loin de le rendre fier, semblait l'irriter. Mon indépendance était un affront personnel. Ma carrière à Paris était ma forteresse, le seul endroit où il ne pouvait pas m'atteindre, le seul succès qu'il ne pouvait ni s'attribuer ni diminuer. Seule maman m'avait soutenue. Elle m'appelait en secret, me disant à quel point elle était fière. Ta force, c'est ton intégrité, Faustine, me disait-elle souvent, sa voix chaude au téléphone. Grégoire et Coralie, ils sont comme ton père. Ils ne voient que les chiffres. Toi, tu vois ce qu'il y a derrière. Ne perds jamais ça. Ne te laisse jamais compromettre. Ces mots étaient devenus mon mantra, surtout après sa mort. Je m'étais éloignée de la famille, ne revenant que pour les obligations, comme ce fameux anniversaire de Martial, 6 mois avant le dîner de Noël. Je ne savais pas, en prenant le TGV de Paris à Lyon ce jour-là, que j'étais sur le point de découvrir que mes frères et sœurs n'étaient plus seulement des enfants gâtés et arrogants. Ils étaient devenus des prédateurs. Et j'étais, sans le savoir, leur prochaine cible. Nous étions en juin. L'atmosphère à Lyon était lourde et estivale. La fête d'anniversaire de Martial était, comme toujours, une démonstration de richesse. Des politiciens locaux, des banquiers, des rivaux en affaires, tous étaient là pour lui baiser la main. Je me sentais comme une étrangère, observant la mascarade depuis un coin du jardin. Plus tard dans la soirée, je me suis échappée à l'intérieur pour fuir le bruit. Le bureau de Martial était ouvert. Par simple curiosité professionnelle, je suis entrée. Sur son bureau massif en acajou, une pile de rapports financiers trimestriels attendait. Je n'aurais pas dû. Mais je l'ai fait. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Mon œil d'analyste s'est immédiatement aiguisé. Ce n'était pas de la simple curiosité, c'était une alarme incendie qui se déclenchait dans mon cerveau. Des frais de consultation de plusieurs centaines de milliers d'euros versés à des sociétés dont je n'avais jamais entendu parler. Des acquisitions de terrains dans des zones improbables, à des prix largement surévalués. Des schémas de flux de trésorerie qui n'avaient aucun sens, conçus pour obscurcir plutôt que pour clarifier. C'était grossier. Amateur, presque. Mais suffisamment bien caché pour que quelqu'un comme Martial, qui préférait regarder la situation dans son ensemble plutôt que les détails, ne le remarque pas. J'ai pris quelques photos discrètes avec mon téléphone. Le lendemain matin, j'ai tenté d'en parler à Martial. Je l'ai attrapé avant son départ pour le golf. Papa, commençai-je prudemment, j'ai jeté un œil au rapport trimestriel hier soir. Il y a des choses qui me semblent inhabituelles. Ces frais de consultation. Il ne m'a pas laissé finir. Il a levé la main, un geste qui signifiait « stop ». Faustine, dit-il d'un ton glacial. Reste dans ta « petite banque à Paris ». Tu ne comprends pas les complexités de l'immobilier. Laisse les vraies affaires à Grégoire. Mais papa, ces chiffres. Assez, a-t-il aboyé. À ce moment-là, Grégoire est descendu, vêtu de son polo de golf. Il avait tout entendu. Qu'est-ce qui se passe? Faustine s'improvise auditrice, dit Martial avec mépris. Grégoire a ri. Un rire sec et désagréable. Oh, Faustine. Toujours à fouiner dans les détails. Tout le monde ne comprend pas la haute stratégie, papa. Laisse-la. Elle essaie juste de se sentir importante. Il m'a donné une petite tape condescendante sur la joue. J'ai reculé, furieuse. L'humiliation était totale. Je suis repartie pour Paris ce jour-là, le ventre noué par la colère, pour la première fois, par la peur. Il cachait quelque chose. Et le regard de Grégoire, ce n'était pas seulement de la moquerie. C'était de la haine.
2 semaines plus tard, l'attaque est venue. J'ai été convoqué dans le bureau de mon supérieur à la banque, un homme normalement cordial nommé Monsieur Bernard. Ce jour-là, il était glacial. Faustine, dit-il, sans me proposer de m'asseoir. Nous avons reçu des informations. Des rumeurs. Des rumeurs? De quoi parlez-vous? Des bruits courts, dit-il, mal à l'aise, sur de possibles irrégularités dans vos propres transactions. Des conflits d'intérêts. Des informations qui nous parviennent de sources fiables, à Lyon. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Lyon. Grégoire. Monsieur Bernard, c'est absurde. Vous connaissez mon travail? Je pensais le connaître, coupa-t-il. Jusqu'à nouvel ordre, vous êtes suspendu de vos dossiers clients les plus sensibles. Nous allons mener une enquête interne. Vous pouvez disposer. Je suis sorti de son bureau comme une automate. Mes mains tremblaient. C'était un coup de génie diabolique. Grégoire, se sentant menacé par mes questions, n'avait pas attendu. Il avait utilisé ses relations pour m'attaquer là où ça faisait le plus mal. Dans ma forteresse. Ma carrière, ma réputation, la seule chose que j'avais construite par moi-même, était menacée. Ils ne se contentaient pas de piller l'entreprise familiale. Ils essayaient de me briser. De me détruire. J'étais piégé. D'un côté, une famille corrompue. De l'autre, une carrière sur le point de s'effondrer à cause de leurs mensonges. Ils m'attaquaient sur mon propre terrain. Dites-moi, honnêtement, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous baissé les bras, écrasé par le pouvoir de leur argent et de leurs relations? Ou vous seriez-vous battu, même si cela signifiait risquer de tout perdre? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Ce soir-là, dans mon appartement parisien, la peur s'est transformée en une rage froide. Grégoire pensait m'avoir mis échec et mat. Il venait de faire la plus grosse erreur de sa vie. La guerre était déclarée. Mais je ne pouvais pas me battre sur leur terrain. Martial ne me croirait jamais, et Grégoire contrôlait l'information. Je devais me battre sur le mien, celui des chiffres, des données et des faits. La première personne que j'ai appelée était Noémie. Ma meilleure amie depuis HC. Un génie de l'informatique, le genre de personne qui considère un pare-feu comme une suggestion polie. Noémie, ai-je dit, ma voix tendue. J'ai besoin de toi. C'est la guerre. Je lui ai tout raconté. La suspension, les soupçons, l'attitude de Grégoire. Un classique, dit-elle, sa voix déjà concentrée. L'attaque préventive. Ils t'accusent de ce qu'ils font eux-mêmes. Alors, comment on entre? Je crois que j'ai un moyen, ai-je répondu, en pensant soudain à quelque chose que ma mère m'avait dit des années plus tôt. Honorine, ma mère, se méfiait de la façon dont Martial centralisait tout. Des années auparavant, elle avait insisté pour qu'un « accès d'urgence » soit créé dans les serveurs de l'entreprise, un compte administrateur caché qui ne relevait pas de l'informatique habituelle. Elle m'en avait donné les identifiants un jour, lors d'une de mes visites. Juste au cas où, Faustine, avait-elle dit. Ton père est brillant, mais il fait trop confiance à Grégoire. J'ai donné les identifiants à Noémie. C'est une porte dérobée vieille comme le monde, mais elle est propre, dit Noémie après quelques minutes de clics furieux. Personne ne l'a utilisée depuis des années. J'y suis. Que vois-tu? Je vois un système de messagerie. Grégoire est arrogant, mais pas stupide. Il n'y a rien d'évident dans ces emails envoyés. Regarde les emails supprimés, ai-je dit. Les gens comme lui pensent que vider la corbeille suffit. Noémie a ri. Oh, c'est mignon. Donne-moi une minute. Je vais accéder au serveur de sauvegarde. Le silence s'est étiré. Je retenais mon souffle. Bingo, dit-elle enfin. Oh, Faustine, c'est du lourd. Elle avait trouvé une série de mails, supprimés mais archivés, entre Grégoire et une société écran anonyme au Luxembourg. Les emails planifiaient méticuleusement un virement. Un virement de 2 millions d'euros. 2 millions, ai-je soufflé. Quand? Le 26 décembre, répondit Noémie. Le lendemain de Noël. C'est presque poétique dans sa cruauté. Il va utiliser le chaos des vacances pour faire passer ça. C'est la preuve, ai-je dit,
mon cœur battant à tout rompre. C'est la preuve dont j'avais besoin. C'est une preuve, corrigea Noémie. Mais ce n'est qu'un seul virement. Si tu veux les faire tomber, tu as besoin de l'ensemble du tableau. Tu dois montrer un schéma. Elle avait raison. Ce n'était que le début. Le lendemain, j'ai puisé dans mes économies. Des économies que j'avais mises de côté pour un acompte sur un appartement. J'ai engagé Damien. Pas un policier, mais quelque chose de bien plus efficace, un ancien expert comptable judiciaire, reconverti en détective privé spécialisé dans la fraude aux entreprises. Un homme d'une 50aine d'années, méticuleux, au regard perçant, qui détestait par-dessus tous les « fils à papa » arrogants. Je l'ai rencontré dans un café anonyme près de la gare de Lyon. Je lui ai montré les emails de Noémie et les photos des rapports que j'avais prises. Il a à peine jeté un œil aux documents. Il m'a regardé, moi. Votre frère vous a fait suspendre, dit-il. Ce n'était pas une question. Oui. Et vous voulez riposter. Je veux la vérité, ai-je dit. Je veux savoir à quel point la pourriture s'est étendue. Il a hoché la tête lentement. Ça vous coûtera cher. J'ai les fonds, ai-je dit, en pensant à mon rêve d'appartement qui s'envolait. Suivez l'argent, Damien. Suivez chaque centime. Il a pris l'enveloppe contenant mon avance. Très bien. Je vais commencer par les sociétés de conseil fictives et ces acquisitions surévaluées. C'est toujours là que ça commence. Pendant les 3 semaines suivantes, j'ai vécu dans le brouillard. À la banque, j'étais une paria, reléguée à des tâches subalternes pendant que elle, enquête, suivait son cours. La nuit, je ne dormais pas, attendant le téléphone. Puis, Damien a appelé. Sa voix était grave. Il faut qu'on se voie. Pas au téléphone. Nous nous sommes retrouvés au même café. Il a posé une clé USB sur la table. C'est pire que vous ne le pensiez, mademoiselle Rousselet, dit-il. Les 2 millions au Luxembourg ne sont que la partie visible de l'iceberg. Votre frère a mis en place un système de siphonnage systématique. J'estime les détournements à plus de 6 millions d'euros sur les 2 dernières années. J'ai eu le souffle coupé. 6 millions. Et ce n'est pas tout, continua-t-il, son visage dur. Il n'est pas le seul. Votre petit frère, Rémi, ses dettes de jeu à Monaco et à Cannes ? Plus de 700 000 euros. Tout a été payé par l'entreprise, déguisé en frais de développement commercial. Point. Mon Dieu. Mais le pire, dit Damien en se penchant en avant, ce n'est pas votre frère aîné. C'est votre sœur. Coralie ? J'étais surprise. Je la savais matérialiste, mais je la pensais trop paresseuse pour une fraude complexe. Oh, c'est complexe, dit Damien avec un rictus sans joie. Et ce n'est pas seulement financier. C'est profondément immoral. J'ai fixé Damien, mon cœur battant lourdement. Qu'a-t-elle fait ? Votre sœur est plus vicieuse que votre frère, dit Damien platement. Grégoire vole de l'argent. Coralie, elle, détruit des vies pour le profit. Il m'a alors exposé le schéma. Immobilier Rousselet possédait plusieurs anciens immeubles locatifs dans la banlieue de Lyon. L'un d'eux, la Villa des Mimosas, était un bâtiment ancien mais décent, principalement occupé par des locataires âgés, certains y vivant depuis 30 ou 40 ans avec de petits loyers contrôlés. Coralie a vu cet immeuble non pas comme un actif stable, mais comme un terrain de premier choix pour un projet de condominium de luxe, expliqua Damien. Mais elle ne pouvait pas expulser les locataires légalement. Alors, elle les a fait partir. Exactement. En collaboration avec un gestionnaire immobilier à la solde de Grégoire, elle a commencé à leur rendre la vie impossible. Oubliez de réparer le chauffage central en plein hiver. Des fuites de plomberie soudaines qui prenaient des semaines à être réparées. Des coupures d'électricité accidentelles. Des menaces d'augmentation de charges. J'avais la nausée. Des personnes âgées. Elle les a usées, dit Damien. Un par un, ils ont accepté des offres de rachat dérisoires, juste pour s'enfuir. Elle a vidé l'immeuble en 6 mois en utilisant la peur et l'intimidation, tout ça pour que Grégoire puisse approuver la démolition et la construction de son nouveau projet. C'est monstrueux, ai-je murmuré. C'est aussi très illégal, dit Damien. J'ai parlé à 3 des anciens locataires. Ils sont terrifiés,
mais ils sont prêts à parler si quelqu'un les protège. J'avais maintenant une image complète. Une famille de vautours, pillant leur propre entreprise et s'attaquant aux plus vulnérables. J'avais les faits. Mais les faits ne suffisaient pas contre Martial. Il les rejetterait, les qualifierait de mensonges, me bannirait pour de bon. J'avais besoin de pouvoir. C'est là que je me suis souvenu de Maître Valérien. Maître Valérien, 70 ans passés, avait été l'avocat et le confident de ma mère. Il avait pris sa retraite peu après sa mort, dégoûté, disait-il, par la nouvelle direction que prenait l'entreprise sous l'influence de Grégoire. Je l'ai trouvé dans sa petite maison de la Croix-Rousse. Il m'a accueilli avec une gentillesse prudente. Faustine. Quelle surprise. Vous ressemblez de plus en plus à votre mère. Maître, commençai-je, allant droit au but. J'ai besoin de votre aide. Je crois que l'entreprise est en grand danger. Il a d'abord été réticent. J'ai quitté ce monde, Faustine. Je suis à la retraite. Martial ne m'écoute plus depuis des années. Martial n'est pas le problème. Ce sont Grégoire et Coralie. Je lui ai tout raconté. Les 6 millions de Grégoire. Les dettes de jeu de Rémi. Et enfin, j'ai posé le dossier sur la table. Et voici ce que Coralie a fait aux résidents de la villa des Mimosas. Il a lu les rapports de Damien. Il a lu les témoignages des locataires. Son visage, d'abord fatigué, s'est durci. La colère d'un homme juste brillait dans ses yeux. Honorine, elle le savait, murmura-t-il. Elle savait quoi? Elle voyait ce qu'il devenait. Elle voyait l'aveuglement de votre père. Elle avait peur de cela. Il s'est levé, s'est dirigé vers un vieux coffre-fort en fer dans le coin de son bureau. Il l'a ouvert. Votre père, dit-il en sortant un document relié, était dévasté par le chagrin lors de la lecture du testament. Il a signé ce qu'il fallait signer, mais il n'a jamais vraiment lu les détails. Il a laissé les avocats s'en occuper. Quels détails? Votre mère était une femme brillante, dit Maître Valérien. Elle a insisté pour modifier leur contrat de mariage et son testament personnel quelques mois avant sa mort. Il a ouvert le document à une page marquée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas vous donner le contrôle directement. Martial l'aurait contesté. Alors, elle a créé une structure, une fiducie, un trust à la française. Il m'a montré la ligne. Elle a placé 30% de ses propres parts de l'entreprise des parts qu'elle avait obtenues via leur contrat de mariage dans cette fiducie. À sa mort, vous en êtes devenu la bénéficiaire. 30%? J'étais stupéfaite. Mais Grégoire et Martial en ont plus. Ils peuvent me bloquer. Ah, dit Valérien avec un petit sourire. Mais ce ne sont pas des parts ordinaires. Lisez la clause suivante. Il a pointé du doigt un paragraphe dense de jargon juridique. Elle y a attaché un droit de vote spécial. Ce droit est dormant. Mais il peut être activé par le fiduciaire, c'est-à-dire moi, sous une condition très précise. Laquelle? En cas de faute de gestion avérée ou d'acte mettant gravement en péril l'intégrité morale et financière de l'entreprise. Point. J'ai relevé les yeux vers lui. La villa des Mimosas. Précisément, dit Valérien. Une fois activé, ce droit de vote de 30% compte double, vous donnant de fait un pouvoir de veto sur toute décision majeure. Votre mère vous a donné une arme, Faustine. Une arme nucléaire. J'avais le pouvoir légal. J'avais les preuves de Damien. Mais Valérien secoua la tête. Ce n'est pas encore assez. Martial est têtu. Il se battra. Grégoire n'ira. Vous avez besoin de quelque chose d'indiscutable. Une preuve venant d'eux-mêmes. Comment? Valérien me tendit une autre enveloppe, scellée à la cire. Votre mère m'a donné ceci avec le testament. À n'ouvrir que si Faustine vient vous voir avec le feu dans les yeux, m'a-t-elle dit. Ma mère m'avait donné le pouvoir légal. Mais elle m'avait laissé une dernière chose. Une chose cachée dans la maison familiale, une chose qui contenait la clé pour les détruire. J'ai ouvert l'enveloppe scellée avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il n'y avait pas de document juridique, juste une simple feuille de papier à en-tête personnelle. C'était l'écriture élégante et fluide de ma mère, Honorine. Ma chère Faustine, commençait la lettre.
Si tu lis ceci, cela signifie que Maître Valérien a jugé le moment venu. Cela signifie que tes craintes sont fondées et que l'entreprise que ton père et moi avons construite est en danger. J'ai vu la cupidité grandir dans les yeux de Grégoire et la froideur dans ceux de Coralie. J'ai vu ton père, aveuglé par sa fierté, refuser de voir leurs défauts. Je t'ai donné une arme légale avec Maître Valérien. Mais je te laisse aussi la vérité. La lettre continuait en m'expliquant quelque chose que j'ignorais. Ma mère tenait un journal. Pas un journal intime, mais un carnet de bord méticuleux de l'entreprise et de la famille. Il est dans mon ancien bureau, écrivait-elle, celui que Martial a transformé en salle de lecture, mais où personne ne va jamais. Derrière le 3e panneau de la bibliothèque en chêne, près de la fenêtre. Le code est ton anniversaire. 0612. Elle terminait la lettre par une phrase qui me fit monter les larmes aux yeux. Fais ce qui est juste, Faustine. Pas ce qui est facile. Je crois en toi. J'avais besoin de ce journal. L'opportunité s'est présentée la semaine suivante. Martial devait être à Paris pour une réunion au Sénat. C'était ma seule fenêtre. Je devais planifier cela avec soin. Je ne pouvais pas arriver en plein jour. J'ai pris le dernier TGV de Paris-Gare de Lyon à 21h. Le trajet de 2 heures m'a semblé durer une éternité. Je suis arrivé à Lyon-Pardieu juste après 23h. J'ai pris un taxi, mais je lui ai demandé de me déposer à plusieurs rues de la maison familiale à Écully. La nuit était silencieuse. J'ai marché dans les rues sombres, mon cœur battant la chamade. J'avais toujours ma vieille clé de la maison. J'espérais qu'il n'avait pas changé les serrures. La clé est entrée. Elle a tourné. La porte s'est ouverte sans un bruit. La maison était plongée dans l'obscurité. Seule la veilleuse de l'alarme clignotait au loin. Je connaissais le code. Je l'ai désactivé. Je me suis déplacée comme une voleuse dans la maison de mon enfance. Je suis montée à l'étage, jusqu'à l'ancienne salle de lecture. L'odeur de vieux livres et de cire d'abeille flottait dans l'air. C'était l'odeur de ma mère. J'ai trouvé la bibliothèque. 3e panneau près de la fenêtre. J'ai cherché un mécanisme. Il y avait un petit cadran numérique caché derrière une fausse reliure de livres. J'ai tapé 0612. Un léger clic. Le panneau s'est ouvert. À l'intérieur se trouvaient 2 choses, un épais carnet de cuir rouge et une petite clé USB. J'ai saisi le carnet. J'allais partir quand j'ai entendu un bruit en bas. Une porte. Des voix. Mon sang s'est glacé. Je te dis que j'ai cru entendre quelque chose, c'était la voix de Grégoire. Tu es paranoïaque, répondit Coralie, sa voix agacée. Papa est à Paris, la bonne est partie. Il n'y a personne. Il n'était pas censé être là. J'étais piégée. J'ai rapidement refermé le panneau, attrapé le journal et la clé USB, et je me suis glissée derrière les lourds rideaux de velours de la fenêtre, priant pour qu'ils ne montent pas. Les pas se sont rapprochés. Ils sont entrés dans la pièce. Tu vois ? Personne, dit Coralie. Pourquoi tu m'as fait venir ici en pleine nuit, de toute façon ? Je voulais vérifier quelque chose, dit Grégoire. Cette fouine de Faustine, elle m'inquiète. Depuis sa visite en juin. Je veux m'assurer que maman n'a rien laissé traîner. Il a allumé la lumière. Je retenais mon souffle, mon cœur menaçant de sortir de ma poitrine. Et si elle découvre pour la villa des Mimosas, demanda Coralie, sa voix soudain moins assurée. Grégoire a ri. Et alors ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Papa la déteste. Il est de notre côté. Tais-toi. Une fois qu'elle sera officiellement déshéritée à Noël, elle n'est plus rien. Papa est sénile, il signe tout ce que je lui donne. Il ne lit même plus les documents. Entendre mon frère appeler notre père, sénile, la haine que j'ai ressentie à ce moment-là était pure, froide. Toute trace de pitié que j'aurais pu avoir pour eux s'est évaporée. Bon, j'ai vu ce que je voulais, dit Grégoire. Rien n'a bougé. Allons-y. Ils ont éteint la lumière et sont partis. Je suis restée cachée derrière ce rideau pendant encore 20 longues minutes, tremblante, serrant le journal contre ma poitrine. J'ai pris le premier TGV pour Paris à 5h du matin. Assise dans le wagon silencieux, j'ai ouvert le journal.
Ce que j'ai lu m'a donné des frissons. Maman avait tout documenté. Les premières malversations de Grégoire, il y a 5 ans, qu'elle avait personnellement arrêtées et couvertes pour protéger la famille, une erreur qu'elle regrettait amèrement. Les manipulations de Coralie. Les dettes de Rémi. Et la clé USB, elle contenait des copies de tous les relevés bancaires, des mots de passe administratifs, des emails qu'elle avait secrètement archivés. Ce journal était la preuve dont j'avais besoin. Mais comment l'utiliser? Restez avec moi, car c'est là que le plan commence. Le piège était prêt. Il ne manquait plus que les rats. De retour à Paris, je n'étais plus une victime effrayée. J'étais une stratège. J'avais les preuves légales de Damien, le pouvoir juridique de Maître Valérien, et la bombe atomique du journal de ma mère. Mais pour gagner une guerre, j'avais besoin d'une armée. Mon quartier général était mon petit appartement parisien. Mon armée était composée de 4 personnes. La première, c'était Noémie, mon amie d'HC. Elle serait mes yeux et mes oreilles numériques. Je vais mettre en place une surveillance sur leur compte, m'a-t-elle dit. Grâce aux accès de ta mère, je verrai chaque centime qui bouge avant même que leur banquier ne soit au courant. Le deuxième, c'était Damien, le détective. Il devait préparer les dossiers. Des dossiers impeccables, clairs, que même un novice pourrait comprendre. Un pour Grégoire, un pour Coralie, un pour Rémi, lui ai-je demandé. Chaque transaction, chaque date, chaque euro. Le troisième, c'était Maître Valérien. Il préparait les documents juridiques pour activer mon droit de vote spécial et les accords de règlement que j'allais leur proposer. Mais j'avais besoin de plus. J'avais besoin de quelqu'un de l'intérieur. Ou du moins, quelqu'un qui avait été à l'intérieur. C'est là qu'Hervé est entré en jeu. Hervé, 55 ans, avait été le directeur financier de Immobilier Rousselet, pendant 20 ans. Un homme droit, méticuleux, loyal à l'entreprise. Grégoire l'avait licencié sans ménagement 6 mois plus tôt, juste après mes questions de juin, le remplaçant par un jeune loup de 28 ans qui lui obéirait au doigt et à l'œil. J'ai retrouvé Hervé. Il était amer, brisé. Grégoire avait non seulement pris son travail, mais il avait aussi sali sa réputation, rendant presque impossible pour lui de retrouver un poste. « Je ne peux rien faire pour vous, Faustine, m'a-t-il dit, assis en face de moi dans un café discret. Ils m'ont détruit. Je ne vous demande pas de m'aider, ai-je dit doucement. Je vous demande si vous voulez que justice soit faite. » Il a hésité. La peur se battait contre la colère sur son visage. Alors, j'ai sorti mon arme secrète. Pas les chiffres. Pas la loi. Mais l'émotion. J'ai sorti le journal de ma mère. Je l'ai ouvert à une page spécifique. C'est une entrée d'il y a 2 ans, lui dis-je. Je vous lis, dîner avec Hervé aujourd'hui pour l'audit annuel. C'est le seul homme de confiance dans cette entreprise. Martial est aveugle, mais tant qu'Hervé sera là, je sais que les fondations sont solides. Hervé a baissé les yeux, ses épaules tremblant. Quand il les a relevées, il y avait des larmes. Honorine savait, a-t-il murmuré. Oui, ai-je dit. Elle savait. Et elle m'a tout dit. Y compris sur la villa des Mimosas. Elle savait que vous aviez essayé de vous y opposer. C'était le point de basculement. La colère l'a emporté. Ce qu'ils ont fait à ces vieux. C'était inhumain. Grégoire m'a dit de regarder ailleurs, point. Aidez-moi, Hervé, ai-je dit. Aidez-moi à honorer sa mémoire. Quoi que vous ayez besoin, a-t-il dit, sa voix retrouvant sa force. Je témoignerai. J'ai gardé des copies de tous les rapports que j'ai envoyés à Grégoire pour l'avertir. Il les a tous ignorés. J'avais mon témoin clé. Mais j'avais encore besoin de quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un qui avait accès aux transactions actuelles. Damien l'a trouvé. Amélie, 24 ans. Une jeune comptable, fraîchement diplômée, qui avait été embauchée pour remplacer un collègue plus âgé. Damien avait découvert qu'elle était celle qui traitait, sous pression, les notes de frais frauduleuses de Rémi. J'ai arrangé une rencontre. Elle était terrifiée. Elle tremblait en s'asseyant. Je n'ai pas utilisé la colère, ni même la mémoire de ma mère. J'ai utilisé l'empathie. J'ai vu en elle une version plus jeune de moi-même. Amélie, commençai-je doucement,
je sais ce qu'il vous demande de faire. Je sais que vous savez que c'est mal. Je ne sais pas de quoi vous parlez, bégaya-t-elle. Vous traitez les notes de frais de Rémi Rousselet. Vous savez que les dîners clients à Monaco sont des dettes de jeu. Elle a pâli. Ils me renverront. Oui, ai-je dit. Ils le feront. Ou pire, quand tout cela s'effondrera, ils diront que c'était vous. Que la petite nouvelle comptable a fait une erreur. Ils vous jetteront en pâture. Je l'ai laissé absorber ça. Puis j'ai ajouté, moi, je ne cherche pas un bouc émissaire. Je cherche à nettoyer l'entreprise. Aidez-moi à les arrêter, et je vous promets que non seulement vous garderez votre emploi, mais que vous aurez un avenir dans une entreprise honnête. Je protège mes alliés. Elle m'a regardé, ses yeux cherchant à savoir si je mentais. Elle a dû voir la vérité que ma mère voyait. Elle a hoché la tête. Je vous enverrai tout ce que j'ai. Le plan final était prêt. Noémie surveillait les comptes. Damien et Hervé préparaient les preuves du passé. Amélie fournissait les preuves du présent. Valérien préparait les armes juridiques. Nous étions prêts. 5 personnes, unies par le secret, contre un empire familial corrompu. Le réveillon de Noël n'allait pas être une fête. Ça allait être un tribunal. Je suis arrivée à la maison d'Écully le 24 décembre à 18h. J'avais conduit depuis Paris, la voiture remplie non pas de cadeaux, mais de dossiers. Mon ventre était noué, mais mon esprit était d'une clarté de cristal. L'air était saturé de l'odeur du pain et de la cire d'abeille, un mélange qui autrefois signifiait « fête » et qui maintenant sentait la pourriture. Grégoire m'a accueilli avec un sourire faux. « Faustine. Quelle surprise. On pensait que tu serais trop occupée avec tes problèmes à Paris. » Je l'ai regardé froidement. L'enquête interne à ma banque, initiée par ces rumeurs, était toujours en cours. J'étais sur le fil du rasoir. Jamais trop occupée pour la famille, Grégoire, ai-je répondu. Coralie est passée sans même me regarder, parlant au téléphone de la couleur de sa nouvelle Tesla. Rémi m'a fait un signe de tête gêné avant de se diriger vers le bar. Nous nous sommes assis pour le dîner à 19h30. La tension était palpable. Martial était à la tête de la table, jouant le rôle du patriarche bienveillant, ignorant ou choisissant d'ignorer les courants sous-jacents. Pendant l'entrée, Coralie s'est vantée. Nous partons pour Courchevel 1850 la semaine prochaine. J'ai trouvé un chalet absolument divin, Grégoire m'a aidé à finaliser les détails financiers. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Détails financiers. Je savais, grâce à Amélie, qu'elle venait de puiser 150 000 € dans un compte de réserve de l'entreprise pour payer ce chalet divin. Grégoire a ensuite pris la parole. Oui, et après les vacances, nous lançons le nouveau projet Renaissance. Un projet majeur. Renaissance. C'était le nom de code pour le projet de luxe qu'il voulait construire sur les ruines de la Villa des Mimosas. Sur les vies brisées des locataires âgés. C'est à ce moment-là que Grégoire, enhardi par mon silence et probablement par 3 verres de vin, a décidé de porter le coup de grâce. Il s'est tourné vers moi, un sourire cruel aux lèvres. Au fait, Faustine, dit-il assez fort pour que toute la table l'entende. J'ai entendu dire que tu avais de sérieux problèmes à Paris. Des rumeurs circulent. L'AMF, Autorité des marchés financiers, s'intéresserait à toi? C'est dommage. Peut-être que le monde de la finance n'est pas fait pour toi, après tout. Le silence est tombé. Martial m'a regardé, fronçant les sourcils. Des problèmes, Faustine? C'était l'attaque finale. L'humiliation publique. Il ne se contentait pas de voler, il voulait m'anéantir. J'ai posé ma fourchette. J'ai regardé mon frère, l'homme qui avait volé des millions, qui avait approuvé la torture psychologique de personnes âgées, et qui osait maintenant m'attaquer sur mon intégrité. Tu n'as aucune idée de ce qui est fait pour moi, Grégoire, ai-je dit, ma voix basse et tranchante. Toute hésitation, toute dernière parcelle de pitié filiale que j'aurais pu ressentir, s'est évaporée. C'était un animal enragé. Et il était temps de l'abattre. Martial, voyant mon insolence et mon échec apparent à Paris, a décidé que c'était le moment. Il a vu ma faiblesse supposée et a choisi de frapper. Il s'est levé.
Il a tapoté son verre. J'ai une annonce à faire. Mon cœur s'est mis à battre lentement, lourdement. Ce n'était plus un dîner. C'était un compte à rebours. Faustine, a-t-il commencé, et j'ai repassé le plan dans ma tête. J'ai appris que tu fouinais. Sous la table, j'ai sorti mon téléphone. C'est une trahison. J'ai ouvert mon application de messagerie sécurisée. Le contact était N. Noémie. Tu es déshéritée. Avec effet immédiat. Le visage de Grégoire jubilait. Celui de Coralie rayonnait. J'ai regardé l'horloge du grand-père dans le coin. 20 heures, l'heure convenue. J'ai tapé un seul mot et j'ai appuyé sur « Envoyer ». Maintenant. À Paris, à 400 km de là, Noémie a reçu le message. Elle a exécuté le script que nous avions préparé. Utilisant les anciens identifiants administratifs d'Honorine, elle a envoyé une requête d'urgence à la banque principale de l'entreprise, signalant une activité frauduleuse interne de haut niveau et demandant un gel immédiat de tous les comptes de décaissement, en attendant une vérification manuelle. J'ai compté dans ma tête. 10 secondes. 20 secondes. 30 secondes. Le système bancaire serait maintenant verrouillé. Je l'ai fait. Le piège était en place. J'ai levé les yeux de mon téléphone, j'ai pris mon verre de pomme-roll. J'ai bu une gorgée, regardant mon père par-dessus le bord du verre. J'ai reposé le verre. Vérifie ton compte en banque, papa. L'air s'est figé. La jubilation sur le visage de Grégoire s'est transformée en confusion. Quoi? Ne sois pas insolente. Ton téléphone est juste là, ai-je répété. Ouvre ton application bancaire. Le compte principal. Il l'a fait, avec un soupir exaspéré. J'ai regardé son visage passer par toutes les étapes. La confusion. L'incrédulité. La panique. Son visage est devenu blanc. Tout est gelé. Les comptes sont bloqués. Grégoire s'est levé d'un bond, son visage déformé par la rage. Il a compris avant tout le monde. C'est elle. Elle a fait quelque chose. Appelle la police, papa. C'est une aqueuse. Appelle la police, hurla Grégoire, son visage rouge de fureur. Elle a piraté les comptes. Martial était figé, regardant son téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent. Coralie avait l'air complètement perdue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'a-t-elle fait? Je me suis levée. Lentement. J'ai lissé ma robe. J'ai pris le lourd sac en cuir que j'avais posé à mes pieds. Je l'ai posé sur la table et je l'ai ouvert. Avant d'appeler qui que ce soit, dis-je, ma voix tranchant le silence paniqué, vous devriez peut-être regarder ça. J'ai sorti le premier dossier. Épais, relié en noir. Je l'ai fait glisser sur la nappe blanche jusqu'à ce qu'il s'arrête devant la place de Grégoire. Qu'est-ce que c'est que ça, cracha-t-il. C'est ton dossier, Grégoire, ai-je dit. 6 millions d'euros. Le détail de chaque virement vers tes sociétés écrans au Luxembourg et à Chypre. Y compris les copies des emails supprimés que tu pensais avoir fait disparaître. Et, en prime, les détails du virement de 2 millions d'euros que tu avais programmé pour demain matin, 9 heures. Le virement que je viens de bloquer. Le visage de Grégoire est passé du rouge au blanc fantomatique. Il a tenté de saisir le dossier, mais sa main tremblait. J'ai sorti le deuxième dossier. Rouge vif. Je l'ai lancé devant Coralie. Ton tour, Coralie. Elle l'a regardé avec horreur, sans oser le toucher. Celui-ci est plus créatif. Je l'appelle le projet Villa des Mimosas. À l'intérieur, tu trouveras les ordres de service pour couper le chauffage. Les rapports de plomberie accidentelle. Et, surtout, les témoignages signés de Monsieur et Madame Dubois, 82 ans, et de Madame Perrier, 78 ans, décrivant en détail comment ton gestionnaire les a intimidés pour qu'ils quittent l'appartement de toute leur vie. Tu savais que le mari de Madame Perrier est mort d'une pneumonie 2 semaines après avoir déménagé en plein hiver? Coralie a poussé un petit cri étranglé. Je ne savais pas. Tu savais, ai-je hurlé, ma froideur se brisant pour la première fois. Tu as signé les primes de performance du gestionnaire. Enfin, j'ai sorti un dossier plus fin. Bleu.
Je l'ai poussé vers Rémi, qui semblait sur le point de vomir. Et Rémi? Le tien est simple. 700 000 €. La liste de toutes tes dettes de jeu au cercle Wagram et au casino de Monaco. Toutes payées par l'entreprise sous le libellé « Frais de développement et divertissement client ». Le silence était total. Martial regardait les dossiers, puis ses enfants, puis moi. Son monde s'écroulait. Ce sont des mensonges, bégaya Grégoire. Elle a tout fabriqué. Papa, tu vas la croire, elle? La traîtresse? Ce n'est pas ce que dit le journal de maman. Cette phrase a eu plus d'effet que tous les dossiers. Quoi? Dit Martial. Le journal d'Honorine, ai-je dit. Elle savait. Elle a tout écrit. Y compris la première fois que tu as volé, Grégoire, il y a 5 ans, et comment elle t'a couvert. À ce moment précis, comme prévu, la porte de la salle à manger s'est ouverte. Maître Valérien est entré. Il portait un costume sombre et une mallette. Je l'avais appelé en arrivant, lui demandant de se tenir prêt dans un café à proximité. Il attendait mon signal. Bonsoir, Martial, dit-il calmement. Faustine m'a demandé de me joindre à vous. Valérien? Mais qu'est-ce que, mêlez-vous de vos affaires, tempêta Martial, retrouvant un peu de sa voix. Je crains que ce ne soit précisément mes affaires, répondit l'avocat. En tant qu'exécuteur testamentaire de la fiducie d'Honorine Rousselet. Il est temps de lire les clauses que vous avez ignorées dans son testament. Valérien a sorti un document. Il a expliqué, en termes juridiques clairs, le pouvoir des 30% de part et l'activation du droit de vote spécial, déclenché par les preuves de « faute de gestion avérée », les dossiers posés sur la table. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Coralie, en larmes. Cela signifie, dis-je, reprenant le contrôle, qu'à partir de cet instant, mes 30% de vote comptent double. J'ai 60%. Grégoire, tu as 20%. Coralie, 10%. Rémi, 5%. Papa, 5%. J'ai la majorité absolue. L'entreprise est sous mon contrôle. Grégoire a basculé. Il a bondi par-dessus la table, non pas pour les papiers, mais pour moi. Espèce de... Il n'a pas fini sa phrase. Martial, dans un réflexe que je ne lui connaissais pas, s'est levé et a attrapé son fils par le col. Dehors, a-t-il rugi. Grégoire s'est arrêté, choqué. Martial, le visage décomposé par la douleur et la rage, a regardé ses 3 enfants favoris. Puis il m'a regardé. Pourquoi, Faustine? Sa voix s'est brisée. Après, tout ça. Pourquoi? Parce que maman l'aurait voulu, ai-je dit, ma propre voix tremblant enfin. Et parce que, pour la première fois de ma vie, je voulais que vous voyiez la vérité. Pas la vérité de Grégoire, pas celle qui vous arrangeait. La vraie. Martial s'est effondré sur sa chaise. Il a regardé ses 3 enfants favoris, puis il m'a regardé, moi, la brebis galeuse. Faustine, a-t-il dit d'une voix brisée. Dans mon bureau. Demain. 9 heures, et amenez maître Valérien. Le matin de Noël, le 25 décembre, la maison était silencieuse comme une tombe. Il n'y a pas eu d'échange de cadeaux. Pas de musique. À 9 heures précises, nous étions dans le bureau de Martial. Moi, Valérien, et mon père. Les 3 autres avaient été convoqués mais restaient dans le salon, comme des enfants attendant leur punition. Martial n'avait pas dormi. Il avait lu. Il avait lu chaque page des dossiers de Damien, chaque ligne du journal de ma mère. Le déni avait disparu, laissant place à une réalité froide et dure. Que allons-nous faire? M'a-t-il demandé. Ce n'était pas le PDG qui parlait, c'était un homme vaincu. Nous allons nettoyer, ai-je dit. Voici les conditions. Valérien a posé les documents que nous avions préparés sur le bureau. Grégoire, ai-je commencé. Il est renvoyé de Immobilier Rousselet, avec effet immédiat. Il doit signer cet accord de restitution, s'engageant à rembourser les 6 millions d'euros sur 10 ans. S'il refuse, ou s'il manque un seul paiement, maître Valérien transmettra le dossier pénal au procureur de la République. Il perd également toutes ses parts. Il n'acceptera jamais, dit Martial. Il acceptera, ai-je dit. C'est ça, ou la prison. Coralie.
Elle est coupée de toute ressource financière de l'entreprise. Immédiatement. Son allocation, ses cartes de crédit, tout. Elle doit vendre ses appartements et ses voitures pour rembourser ce qu'elle a pris. J'ai ajouté, et, en guise de restitution morale, j'ai une condition. Les locataires de la villa des Mimosas ne porteront pas plainte pour harcèlement criminel si elle accepte de travailler. Elle fera 30 heures par semaine de bénévolat, pendant 1 an, à la maison de retraite qui a accueilli Madame Perrier. Martial a blêmi. Du bénévolat? Coralie? C'est ça, ou le procès, ai-je répété. Et Rémi? Il entre en cure de désintoxication dès la semaine prochaine. Une cure de 3 mois, que je paierai. À sa sortie, il commencera au bas de l'échelle. Il travaillera à l'entrepôt, au SMIC, comme n'importe qui. S'il reste clean 1 an, nous réévaluerons. Martial a hoché la tête, silencieux. Et vous, papa, ai-je dit. Vous restez président. Mais je prends le poste de directrice générale des opérations, COO, avec un contrôle total sur les finances. Comme le stipule la fiducie de maman. Ils ont signé. Grégoire a fulminé, menacé, mais face aux preuves, il a signé. Coralie a pleuré, supplié, puis a signé. Rémi a signé sans un mot, l'air presque soulagé. Ce fut le Noël le plus étrange de ma vie. 1 an plus tard. Je suis assise dans le grand bureau d'angle qui était autrefois celui de Martial. C'est le mien, maintenant. La vue sur Lyon est magnifique. L'entreprise a survécu. Ce fut une année d'enfer. J'ai dû licencier les cadres que Grégoire avait placés. J'ai personnellement rencontré les locataires de la villa des Mimosas. L'entreprise a financé leur relogement dans des appartements neufs et leur a versé des dédommagements conséquents. J'ai promu Amélie, la jeune comptable, à un poste de direction. Elle est brillante. Ma carrière à Paris? L'enquête interne a été abandonnée dès que Maître Valérien a envoyé une lettre expliquant la situation. Mon ancien patron m'a même appelé pour me proposer de revenir. J'ai refusé. Grégoire est parti à l'étranger, essayant de monter une affaire qui, sans le nom Rousselet, périclite. Il paie ses remboursements, juste à temps, chaque mois. Il me déteste. Coralie, eh bien, Coralie m'a surprise. Les 6 premiers mois de bénévolat ont été un enfer pour elle. Mais récemment, j'ai entendu dire qu'elle continuait, même après la fin de sa peine. Elle ne sera jamais Mère Teresa, mais il semblerait qu'elle ait trouvé quelque chose qui ressemble à un but. Rémi est clean depuis 11 mois. Il travaille toujours à l'entrepôt. Il est venu me voir la semaine dernière pour me remercier. Et Martial. Notre relation n'est pas chaleureuse. Elle ne le sera jamais. Mais elle est basée sur quelque chose de nouveau, le respect. Il me voit comme une égale. La semaine dernière, il a essayé de m'ordonner de rejeter un projet. J'ai calmement répondu, « Papa, j'apprécie ton conseil, mais la décision finale me revient. » C'est ce que maman voulait. Il a grogné, mais il a hoché la tête. Hier soir, il est venu dans mon bureau. Il m'a tendu une petite clé en argent. C'est la clé du bureau de ta mère, m'a-t-il dit. La vraie. Je l'avais gardée. Je crois qu'il est temps qu'elle te revienne. Il est parti avant que je ne puisse répondre. L'héritage le plus précieux n'était pas l'argent sur ce compte en banque. Ce n'était pas l'entreprise. C'était le courage de défendre ce qui est juste, un héritage immatériel laissé par ma mère. Elle m'avait donné les outils, mais j'avais dû apprendre à m'en servir. Avez-vous déjà dû affronter un membre de votre famille, non pas par haine, mais pour faire ce qui était juste? Avez-vous déjà dû choisir entre votre loyauté et votre intégrité? Racontez-moi vos propres histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de trahison familiale, de finance et de justice vous a touché, merci de cliquer sur le bouton « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui a peut-être besoin de se souvenir que la vérité finit toujours par éclater. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires où ceux qui sont sous-estimés finissent par triompher. Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous, parfois, le véritable héritage n'est pas ce qu'on vous donne, mais ce que vous avez le courage de défendre.